président de séance, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, vous m'en voudrez pas si je recoupe un certain nombre de choses que vous avez fait, que vous avez déjà entendues, en particulier ce matin, parce qu'il n'est jamais bon d'intervenir lorsqu'on n'a pas assisté à l'ensemble d'un colloque, ce qui est mon cas, je n'ai pas assisté ce matin. Alors, je vais vous traiter une tentative, je n'irai pas très loin sur ce sujet, sur la mémoire de la guerre d'Algérie, 55 ans de bataille. Alors, je me suis aperçu que j'avais mis dans mon sujet sur la mémoire combattante. En fait, j'irai un peu plus loin que la mémoire combattante, j'irai sur l'ensemble de la mémoire de la guerre d'Algérie avec ses différentes composantes. Et pour vous dire dès à présent ce que je souhaite vous dire. Dans cette mémoire de la guerre d'Algérie, il y a de nombreux acteurs, nous le savons déjà. Tout à l'heure, Mme Raphaël Branche nous a parlé des disparus, en parlant également des civils. Et c'est vrai que les civils, c'est le combat des rapatriés, ce n'est pas le combat des anciens combattants. Et dans cette mémoire partagée, dans cette mémoire qui est justement pas partagée, nous allons y revenir, dans cette mémoire à 4 composantes de la guerre d'Algérie, je vais vous parler de la mémoire combattante, celle des anciens combattants, vous, pour la plupart d'entre vous, la mémoire des harkis, la mémoire des rapatriés, et puis ce que j'appellerais la mémoire en marge, des victimes de l'OAS et l'OAS. Et je les caractérise, ces 4 mémoires, dans ce combat sur ces 55 ans de mémoire. La mémoire des anciens combattants, la mémoire combattante, je qualifierais très simplement une victoire à petits pas. En 55 ans, c'est une victoire mémorielle à petits pas. Les harkis, c'est une mémoire toujours insuffisante. À partir de là, je vais aller sur un certain nombre de documents. Les harkis, la mémoire des rapatriés, c'est une nostalgie persistante et on le voit systématiquement dans la totalité des documents. Enfin, je vous parlerai de cette mémoire en marge, qui est une émergence conquérante, à la fois la mémoire de l'OAS et la mémoire des victimes de l'OAS. Et puis je terminerai, si vous le voulez bien, sur une réflexion globale. Alors, commençons par la mémoire des anciens combattants. Voilà, c'est le premier document sur lequel je voudrais aller. C'est pour moi un document fondamental. Serge Drouot, tout à l'heure, a déjà parlé, et vous en avez parlé souvent, de la mention « mort pour la France ». Les mémoires en France, les politiques de mémoire ne peuvent pas se comprendre sans la mention « mort pour la France ». C'est la mention « mort pour la France » qui a en fait généré, créé les mémoires, les politiques de mémoire. Et en 1955, cette loi qui concerne totalement la guerre d'Algérie, elle est assez extraordinaire, parce que si vous la lisez, c'est la loi qui est relative aux avantages qui seront accordés aux soldats. Vous remarquez, bien évidemment, qu'on ne parle en aucun cas de guerre d'Algérie, mais on parle de maintien de l'ordre dans certaines circonstances, bien évidemment. Et pourquoi je vous montre ce texte, cette loi? Tout simplement parce que le L493, il doit être par là, le L493, ouais, c'est simplement le texte qui accorde la mention « mort pour la France » aux combattants. C'est-à-dire que dès le début de la guerre d'Algérie, comme d'ailleurs les combats en Tunisie ou au Maroc, la mention « mort pour la France » est accordée aux combattants alors qu'on ne reconnaît pas l'état de guerre. Alors qu'on ne reconnaît pas l'état de guerre, et on ne le reconnaît tellement pas que lorsqu'un Français moyen lit cette loi, il serait incapable de détecter où est la mention « mort pour la France ». Et deuxième document, allez-y, va. Alors, ce qui va un peu plus loin, ces combattants qui meurent pour la France pendant la guerre d'Algérie, vous en avez parlé tout à l'heure, vous en avez parlé souvent, ces combattants qui meurent pendant la guerre d'Algérie, nous les restituons aux familles, nous restituons le corps immédiatement, sauf bien évidemment pour les disparus dont on a parlé tout à l'heure, bien évidemment, et ceux qu'on ne retrouve pas. Mais les autres, les corps sont restitués aux familles. Alors, pour les jeunes, simplement, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, tout simplement, parce qu'en 14-18, on n'a pas restitué avant très longtemps. Il y a eu un énorme débat en 1920 pour savoir si on allait restituer les corps de combattants aux familles. Pour la guerre d'Algérie, ce débat ne se pose pas.
la nation ne conserve pas les corps des combattants de la guerre d'Algérie. En clair, la nation n'envisage jamais de créer des cimetières nationaux. Jamais. C'est-à-dire qu'on est bien là dans une guerre cachée, très claire, qui cache son nom, c'est un titre bien connu aujourd'hui, mais nous le voyons à travers les textes. Alors celui-là, je vous ai trouvé simplement une restitution d'un corps en 1962, qui est un soldat, Jean-Claude Juban, qui est inhumé dans un petit village du département du Maine. Et alors, c'est le texte, on ne va pas le lire bien évidemment, mais simplement, déjà un jeune soldat tombé en Algérie, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est le bout du texte, par là. Le bout du texte ici, on vous rappelle que notre soldat qui est restitué, qui est donc à la famille, on dit qu'il est victime de la guerre, il est victime de ces derniers mois de guerre, il est tombé à l'ennemi au service de son pays, mais ce qui est intéressant, on dit il est tombé 48 ans après son grand-père, mort pour la France en 1914. C'est-à-dire qu'en clair, quand on restitue, le mot, l'expression mort pour la France n'apparaît jamais. Alors que bien évidemment, on a attribué la mention mort pour la France, puisque c'est dans cette fameuse loi de 1955. Mais là, on voit très clairement que ces restitutions de combattants se font un peu cachées, et que jamais la nation n'a envisagé de faire de nécropole nationale pour les combattants d'Algérie. Cela est une première réflexion, elle est importante. Document suivant, qui est pour moi le tournant, le second tournant décisif, dont on parle peut-être pas suffisamment. C'est le second tournant décisif. Pour qu'il y ait politique de mémoire, il faut d'abord qu'il y ait la loi, il y ait d'abord la mention mort pour la France. Pour moi, c'est essentiel. Et puis, il faut une seconde chose. Il faut des acteurs de cette politique de mémoire. Il faut des gens qui vont se mobiliser, des associations qui vont se mobiliser pour porter la mémoire. Dans un État démocratique comme la France, ce n'est pas l'État qui fait les politiques de mémoire. L'État, il est second, c'est-à-dire qu'il est poussé par des acteurs qui sont essentiellement issus de la vie associative. D'où l'importance de cette loi de 1974, qui ouvre enfin, je vais enlever le mot enfin, qui ouvre l'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants d'Algérie. La carte du combattant, c'est le second étape d'une reconnaissance, c'est la création véritablement des acteurs de la mémoire combattante que vous êtes aujourd'hui. Et c'est à partir de la création de ces acteurs que on va se retrouver de manière importante. Étape suivante, troisième étape, mais qui est liée à notre mort pour la France de tout à l'heure, l'invention, excusez-moi d'employer ce mot, d'un soldat inconnu de la guerre d'Algérie. À partir de là, on a une politique de mémoire qui est en train de se créer, à l'imitation des politiques de mémoire de 14-18 et de 39-45, et nous avons l'arrivée d'un soldat inconnu de la guerre d'Algérie à Notre-Dame de Lorette je vais perdre la date, en 1977. Alors, je vais d'abord vous donner une petite anecdote. Pourquoi 77 ? Pourquoi le président Giscard d'Estaing se trouve soudainement intéressé par le transfert d'un soldat inconnu de la guerre d'Algérie? Pourquoi? Un, parce qu'il y a le groupe de pression des anciens combattants, et en particulier la FNACAR, parlons clair, disons les mots tels qu'ils sont, cette association qui devient le porteur de cette politique de mémoire. Le deuxième fait est oublié. Je vous rappelle que le président Giscard d'Estaing a eu la malencontreuse idée de supprimer le 8 mai en 1975, que le monde combattant a sorti et a défilé dans la rue à peu près partout, et à l'époque le monde combattant c'était une force exceptionnelle, compte tenu de la génération de 39-45, voire de la génération de 14-18, et en 1977, le président Giscard d'Estaing rattrape l'erreur qu'il a faite du 8 mai en créant et en transférant le soldat inconnu, n'est-ce pas, à Notre-Dame de Lorette, ce qui est l'élément supplémentaire dans la construction de cette politique de mémoire de la guerre d'Algérie. Alors là aussi, si on regarde les mots, on a bien sûr le corps d'un soldat inconnu des combats d'Afrique du Nord, bien évidemment, qui avait d'abord été inhumé à Oran. Donc là, ça me permet de vous dire 2-3 mots sur le problème de la nécropole d'Oran.
vous n'êtes jamais trop interrogé ce qui s'est passé à partir de 1962. En 1962, la France a pris une décision de regrouper toutes les tombes qui n'avaient pas été restituées aux familles, donc en particulier de nombreuses tombes où il y a marqué « inconnu ». Ces tombes ont été regroupées dans un cimetière qui est aujourd'hui géré par le ministère de la Défense et qui est au Petit Lac à Oran, c'est-à-dire dans un quartier d'Oran un peu périphérique, qui est un quartier qui a eu de mauvais souvenirs, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de massacres en juillet 62. Donc, dans cette nécropole, on y a mis en particulier toute une série de tombes où il y a marqué « inconnu », 62, 58, 59. Et c'est une de ces tombes d'un inconnu qui est transférée pour devenir quelque part le soldat inconnu de la guerre d'Algérie. Je vous passe le discours, allez-y. Alors, ah oui, c'est très bien. Alors, ensuite, nous arrivons à un moment charnière pour notre politique de mémoire, qui est la loi de 1999. Et la loi, alors, là aussi, elle est intéressante, parce que ceux, je pense en particulier aux jeunes, qui s'imaginent qu'une loi, c'est clair, que tout est dit dans une loi. Non, une loi, c'est comme ça. Une loi, c'est comme cela. Or, c'est la loi qui reconnaît la guerre d'Algérie, la notion de guerre d'Algérie, qui va se substituer à tous les autres termes qu'on a employés jusqu'à présent. Et cette loi, en définitive, c'est simplement une modification du Code des pensions, mais ce n'est pas une modification, je veux dire, si anodine que cela. Alors, en deux mots, jusqu'au moment de cette loi, tous les combattants blessés pendant la guerre d'Algérie étaient hors guerre. Ils étaient considérés comme blessés hors guerre, ce qui n'est pas les mêmes indemnités que les blessés en guerre. Et pourquoi l'État, là aussi, on dit toujours l'État a freiné. Oui, l'État a freiné. D'une part, parce que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que nous étions en guerre, puisque certains pensaient que c'était une guerre civile, puisque c'était dans une partie de la France. Mais il y a aussi une seconde raison du retard à l'allumage, comme on peut dire. La seconde retard à l'allumage, c'est qu'en transformant en guerre par rapport à hors-guerre, les pensions ne sont plus les mêmes et les paiements ne sont plus les mêmes. Donc, en attendant le maximum, on fait des économies. C'est une seconde chose à savoir. Et là, vous le voyez, n'est-ce pas, sur cette loi. Je vous passe sur, je crois, je voudrais intervenir maintenant un peu sur les harkis, il ne faut pas que je me trompe dans les papiers. Excusez-moi. Oui, alors, ah oui, ça c'est encore la reconnaissance, on ne veut pas le passer, c'est pas grave, c'est sur le texte que je voulais vous mettre également, la reconnaissance. Et puis, je vais vous parler maintenant sur le problème des dates commémoratives. Pour une politique de mémoire, il vous faut nécessairement la mention Mort pour la France. Il faut ensuite des acteurs, j'y tiens beaucoup, des acteurs. Quand vous avez des acteurs et la mention Mort pour la France, il vous faut des outils pour faire une politique de mémoire. Les outils, ce sont les tombes, les monuments, les stèles, mais c'est aussi les cérémonies. Pour faire une politique de mémoire, il faut s'imposer avec des dates fortes. Il faut s'imposer avec des dates. Alors bien évidemment, vous connaissez tous le 11 novembre, le 8 mai. Nous allons arriver sur les dates qui divisent, avec deux dates et sur... alors, le monument d'abord, excusez-moi, que j'allais un peu en ordre. Le monument, n'est-ce pas, l'inauguration du monument, puisque c'est des monuments, des stèles. Le monument qui est qui est Branly, 2002, donc l'étape supplémentaire, monument, tombe, monument, et puis l'étape des cérémonies. Deux mots sur les dates commémoratives, allez-y. Alors, ça, je vous l'ai quand même mis, c'est sur le monument. C'est sur le monument parce que je sais que Serge Gros est très porté sur le problème des noms qui sont inscrits sur le monument. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, que j'avais oublié de relire sur le monument, c'est lorsque l'artiste a proposé le monument du quai Branly, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai regardé ça,
En fait, quand il a proposé la création du monument au quai Branly, que vous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous et pour la majorité d'entre vous, quand il a proposé ce monument, j'ai beaucoup aimé de découvrir qu'il a proposé le monument en justifiant qu'il était près du quai de la Seine et que tous les anciens combattants pourront se souvenir quand ils ont pris le bateau pour aller en Algérie. C'est écrit, hein? C'est écrit, je vous le signale, c'est pour ça que je vous rappelle que les créations monumentales sont quelquefois un peu amusantes. Donc, et il rappelle également, chose que j'avais absolument jamais vue, que les noms qui défilent sur la face avant ont le regard tourné vers le sud, donc vers l'Algérie. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé que les noms qui défilent sont tournés vers l'Algérie. Voilà, donc vous ne l'aviez pas vu, mais pour vous dire qu'on justifie aussi la création monumentale quelquefois de manière intéressante. J'arrive aux dates. Alors, j'arrive aux dates commémoratives. Je vais bien sûr simplement les évoquer, vous imaginez. La première date, vous la connaissez, donc le 5 décembre, n'est-ce pas, le fameux 5 décembre, qui est la date en 2002. La date de 2002, pourquoi? Alors, on fait le choix du 5 décembre. Vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas reprendre le petit document qui est là, qui vous dit qu'il y a eu une réunion de travail au ministère des Anciens Combattants, dirigée par M. Favier, que toutes les associations, Serge, vous devez y être, je précise, et toutes les associations se sont réunies et que deux seules étaient opposées au 5 décembre, et qu'on a donc institué le 5 décembre comme journée commémorative. Ensuite, après ce 5 décembre, j'en viens à la dernière, bien sûr, au 19 mars, qui est une loi de 2012 et qui crée, n'est-ce pas, est fixée au 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Bon. Donc, je vous rappelle que c'est l'étape supplémentaire pour arriver à créer une véritable politique de mémoire, patrimoine, acteurs, monuments et bien sûr dates commémoratives. Voilà. Grosso modo, voilà les étapes. 55 ans pour y arriver. On est bien d'accord, hein? De 1955 à 2012 pour arriver à monter ce qui va être les socles, le fondement de cette politique de mémoire combattante. J'aborde, si vous le voulez bien, le problème des harkis. Rapide. Les harkis, nous sommes dans une situation tout à fait différente parce que les harkis s'imposent systématiquement pour les harkis le problème fondamental de l'indemnisation. Ce qui est au cœur de la revendication harki, c'est des plans harkis, des lois harkis qui prennent en compte l'indemnisation. Toutes les lois qu'on pourrait voir successives qui sont appelées pour les harkis sont systématiquement une orientation indemnisation. Et lorsque l'État essaye de s'en sortir en essayant de botter en touche pour ne pas indemniser, c'est le document d'après, c'est la pièce. Voilà, ça, l'État en 2003 a essayé de s'en sortir pour ne pas être dans le débat permanent de l'indemnisation. Et pour s'en sortir, l'État a inventé la commémoration de la journée harki. La journée harki, c'est très clairement une réponse biaisée à la vraie demande des harkis, qui est une demande essentiellement d'indemnisation en permanence. Alors on a inventé en 2003 une journée nationale d'hommage aux harkis. Je vous ai mis y compris le texte de Raffarin qui... parce que ça aussi, c'est un texte que je vous ai mis, parce que pour les harkis, c'est la phrase qu'on retrouve toujours. Il était temps de leur rendre leur histoire. Ça, vous pouvez être sûr que depuis 50 ans, c'est une expression qu'on retrouve systématiquement dans tous les discours pour les harkis. Il était temps de leur rendre leur histoire. Bon. Et cette création d'un geste mémoriel pour les harkis, on voit bien qu'il pose problème, parce qu'en fait, les harkis s'en servent essentiellement pour faire pression pour l'indemnisation. C'est-à-dire, systématiquement, la journée harki se transforme en journée de support à une demande d'indemnisation qui est le sens et le cœur de la demande et de la revendication de nos amis harkis. Document suivant.
Alors, ce qui va très loin, c'est, si je me souviens bien, la loi de 2005, celle qui va mettre le feu aux poudres, c'est celle qui met le feu aux poudres, loi essentiellement pour les rapatriés. Et c'est là qu'on voit que les harkis ne sont pas tout à fait dans cette ligne, parce que même la loi de 2005, qui entre nous est allée le plus loin possible de ce qu'on peut imaginer pour la demande rapatriée, eh bien, elle déçoit les harkis. Parce que les harkis, ils sont toujours en demande plutôt d'indemnisation, plutôt qu'en demande mémorielle. Point suivant. Alors, je vous l'ai mis celui-là, parce que ça, c'est pour notre président de la République d'aujourd'hui, c'est pour Emmanuel Macron. Vous voyez que c'est un document du 30 novembre 2017. En clair, c'est pour vous dire, la demande d'indemnisation des harkis, elle est toujours présente. C'est une mémoire jamais assouvie, parce qu'elle est toujours en demande. Et ce qui est intéressant dans la demande des harkis, c'est les mots qui sont désormais employés, et en particulier sur les mots, j'aime bien, il nous dit, il demande, nous n'en sommes plus à la reconnaissance, alors je ne sais plus dans quel texte c'est par là, nous n'en sommes plus à la reconnaissance, mais nous voulons la réparation. Et la réparation, bien évidemment, c'est un terme qui est beaucoup plus financier que la reconnaissance, qui est un terme qui est plutôt mémoriel. La réparation. Donc, ça, c'est le problème de cette mémoire harkie, jamais apaisée en quelque sorte, et toujours en demande. Point suivant, je vous parle des rapatriés. Alors, les rapatriés, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une nostalgie persistante. Alors, tous les documents que vous trouverez, tous les documents qu'on pourra analyser pour les rapatriés, c'est aujourd'hui essentiellement un problème de grande nostalgie. Entre nostalgie et colère, nous dit cet article de presse. Et pour les rapatriés, les politiques de mémoire, c'est toujours entre nostalgie et colère. C'est toujours systématiquement, avec une revendication d'indemnité bien moins forte que pour les harkis, et revendication qu'on ne trouve pas chez les anciens combattants. Hein. On pourrait en parler, je sais bien que toutes les revendications anciens combattants ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Hein. On parlait tout à l'heure des prisonniers de guerre, tout à fait évident. On pourrait parler d'autres domaines encore, mais globalement, les revendications matérielles pour les anciens combattants, elles sont arrivées à peu près globalement au bout. Hein. Victoire à petits pas. Pour les harkis, il n'y a jamais de satisfaction. Et pour les rapatriés, nous sommes plutôt aujourd'hui fortement dans la nostalgie. Alors, vous le savez que, c'est le document d'après, c'est le fameux projet de loi de 2005, le fameux projet de loi de 2005 qui apporte une satisfaction extraordinaire à cette nostalgie, puisque c'est la loi qui, en définitive, reconnaît la contribution nationale des Français rapatriés, hein, avec cette phrase, n'est-ce pas, qui reconnaît le rôle positif de la colonisation. Ça doit être le document d'après. Voilà, ça c'est la fameuse loi de 2005 qui reconnaît le rôle positif de la présence française dans les colonies, qui va allumer l'incendie exceptionnel, vous le savez, en particulier des universitaires, du monde enseignant, ce qui fait que le président de la République, Jacques Chirac, va garder cette loi et retirer l'article qui évoque le rôle positif de la colonisation. Et ce rôle positif de la colonisation, c'était la réponse à la nostalgie. C'était strictement la réponse à la nostalgie, de cette nostalgie persistante du monde des rapatriés. Alors, sur le document suivant, je voulais vous montrer quand même deux choses encore. Alors, quand je vous dis qu'il y a peu de revendications, c'est la nostalgie, mais c'est aussi la colère. La nostalgie et la colère. Je vous ai mis là une association qui s'appelle Jeunes Pieds Noirs, qui a l'habitude d'intervenir surtout pendant les élections très fortement. Très fortement. Et cette association Jeunes Pieds Noirs qui revendique, et ça ressort aujourd'hui, une loi définitive. C'est toujours un terme que l'on retrouve systématiquement et qu'on est en train de retrouver de nouveau au Parlement, la loi définitive. Donc s'il pouvait y avoir une loi définitive dans un domaine qui est celui
de la nostalgie. C'est bien ça le problème. La loi définitive, et ce document qui avait été envoyé, vous voyez, à Ségolène Royal, lorsqu'elle était candidate aux élections présidentielles, vous demande la loi définitive qui permettrait justement de régler le problème. Je ne vous raconte pas que le 19 mars n'est pas en odeur de sainteté dans ce genre de document. Hein. Je vous passe, vous l'aviez compris. Hein. Alors, c'est là aussi ce que je voulais vous montrer. Je continue sur mon affaire des rapatriés. Je vous rappelle aussi que même si les rapatriés ne se sont jamais battus pour une date commémorative véritablement, ils se battent pour qu'il n'y ait pas le 19 mars, ça c'est très clair. Ils acceptent le 5 décembre, mais en fait ils ne se sont jamais battus, eux, pour une date commémorative. Ils ne sont pas dans la même vision politique de mémoire que celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Mais, bien évidemment, il y a quand même des dates qui remontent à la surface, et en particulier le 26 mars 62, qui est la date commémorative d'Isli, de la fusillade. Je continue, si vous le voulez bien. Alors, maintenant, je vous parle de ce que j'appelle la montée de la mémoire des marches. La mémoire combattante, et en particulier à travers la FNACA, elle démarre dès 62. La mémoire des harkis, très faible pendant très longtemps. La mémoire rapatriée, nostalgie depuis le début. Et puis, depuis une dizaine d'années, on voit deux types de mémoires qui sont en train d'apparaître en marge des mémoires de la guerre d'Algérie. La mémoire de l'OAS et la mémoire des victimes de l'OAS, que vous avez dû aborder ce matin. Mémoire de l'OAS, les points forts de cette mémoire de l'OAS, c'est la construction de stèles et de revendication de mort pour la France. Typique, exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la construction de la mémoire combattante. Alors, vous connaissez toute l'affaire de la stèle de Marignane, qui a là aussi allumé un incendie assez fort. Et puis vous voyez que l'association, c'est l'association qui est l'association Défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française. Donc, cette association se décrit comme des résistants. Donc, on est là aussi tout à fait intéressant. Et puis, en face de cette association, vous avez l'autre association que vous connaissez, l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'OAS, la Pro-Nouveau, qui, elle, se bat en marche pour une reconnaissance des victimes de l'OAS. Ces deux associations, même phénomène de politique mémorielle, hein, il faut qu'il y ait des acteurs pour une politique de mémorial. Ne demandez pas à l'État de faire les politiques de mémoire. L'État, il ne vient qu'en second dans les politiques de mémoire. J'insiste toujours sur ce point-là. Vous savez, moi, l'État, s'il n'est pas poussé, il ne fera pas. Ne faites pas d'illusion. Si l'État n'est pas poussé, il ne fait pas. Donc, aujourd'hui, il y a deux associations qui sont créées, une sur les anciens de l'OAS et l'autre sur les victimes de l'OAS, et chacune se lance, crée une politique mémorielle qui est en train de se mettre en place, que j'appelle cette politique en marche, qui est très récente, 10 ans, par rapport à la mémoire des combattants de la guerre d'Algérie. Voilà, j'ai été un peu rapide et je voudrais terminer. Ah oui, j'ai quand même parce que je voudrais en parler aussi, puisque je rebondis sur un sujet qu'a abordé Serge Drouot tout à l'heure. J'ai commencé mon propos sur le problème de la mention « Mort pour la France » attribuée aux combattants de la guerre d'Algérie. Je vous ai dit, et je vous le prouve ici, que c'est la mention « Mort pour la France » qui détermine les politiques de mémoire en France et qui détermine l'importance des politiques de mémoire combattante. D'ailleurs, tout à l'heure, on vous a dit combien il y avait de morts pour la France, etc. C'est cette mention qui est capitale. Vous savez qu'aujourd'hui, on attribue la mention mort pour la France aux combattants OPEX. Et que le monument qui sera inauguré par le président de la République, sans doute en 2018 ou 2019, sur le grand monument OPEX, il y aura le nom des morts en OPEX, morts pour la France. Ce qui pose quelques problèmes, parce que c'est à peu près la même chose que pour la guerre d'Algérie. Il y a des combattants
qui sont morts en dehors du combat. Bon. Donc, cette question de mort pour la France est quelque chose d'essentiel. Et on le voit de nouveau à travers, justement, cette politique de mémoire dite en marge que je vous ai signalée tout à l'heure. C'est la grande revendication de la reconnaissance de la mention mort pour la France pour un certain nombre de victimes de l'OAS que vous avez dû évoquer ce matin. Ça, je vous renvoie sur ce fait. Nous n'avons toujours pas attribué la mention mort pour la France, l'État n'a toujours pas attribué la mention mort pour la France à ces victimes de l'OAS, d'où les problèmes que pose actuellement le monument, là je te la perche, que pose aujourd'hui le monument du Quai Branly, avec un monument du Quai Branly où il y a à la fois les morts pour la France combattants, à la fois les morts civiles compliqués, en particulier ceux de la rue d'Isly, les pieds noirs tués par l'armée française, je le rappelle, qui sont sur le monument, alors qu'il n'y a pas sur le monument les victimes de l'OAS. C'est-à-dire que cette mention pour la France est quelque chose d'essentiel à comprendre quand on veut construire une politique de mémoire. Je termine, je crois, à peu près. Je vais terminer sur une double réflexion. C'est vraiment le final de mon petit propos. Je vous ai mis pour terminer sur deux discours. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi je vous parle du discours de Chirac au moment de la rafle du Veldiv? Eh bien c'est très simple. Lorsque Jacques Chirac fait son discours fondateur à la rafle du Veldiv, discours qu'il prononce le 16 juillet 1995, il y a une phrase qui est par là, je vous la retrouve. Alors il faut que je vous montre la phrase. Il y a 53 ans, je ne sais plus où elle est, ma phrase, on est au début. Le quatrième paragraphe. Quatrième paragraphe. Par là. Il y a 53 ans. Voilà, regardez bien ce discours fondateur de Chirac. Il y a 53 ans, dit Jacques Chirac, et il fait un discours qui n'a rien à voir avec la guerre d'Algérie, hein, vous le comprenez, mais qui est un discours absolument fondateur sur la mémoire de la Shoah. C'est le discours qui ouvre quelque part le temps de la repentance. Ce que je veux bien vous montrer, c'est il y a 53 ans. Regardez voir le discours d'après. Et maintenant, je vais vous montrer le discours que vous connaissez tous, qui est le discours prononcé par François Hollande le 19 mars 2016, et qui commence tout en haut, je ne sais pas si on le voit là, hein, il y a 54 ans. Alors, c'est pas pour vous amuser entre 53 et 54, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'alors que personne n'a réfléchi à ces problèmes mémoriels, on s'aperçoit que ce passage de 50 ans de la disparition progressive, restez encore longtemps vivant, hein, quand je dis ça. Moi, j'ai toujours des ennuis. La disparition progressive des acteurs, restez longtemps encore vivants. On s'aperçoit que les 50 ans, 53 ans pour le grand discours fondateur de Chirac, 54 ans pour le discours fondateur de Hollande. C'est un moment charnière et nous y sommes. C'est ça que je veux vous dire, nous y sommes. Le discours de Chirac a ouvert le temps de la repentance. Question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ouvre le discours de Hollande, qui est très bien construit, je vous le rappelle, et qui ouvre cette volonté d'un temps un peu apaisé de la mémoire et d'un temps de la réconciliation des mémoires. Et c'est cela sur lequel il faut réfléchir. Merci beaucoup. Merci.